on est un petit peu comme les gens qui sont sur la plage où ils voient tout d'un coup la mer se retirer très très vite et très loin. Donc il y a l'aspect rigolo et on se rend pas compte du mur du tsunami qui va vous arriver très très rapidement alors qu'il faudrait courir très vite. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Jérôme. Vous êtes économiste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'impact du numérique sur la société, sur l'économie, et puis cofondateur et président du groupe de réflexion Institut Sapiens. Olivier Babot, que vous inspire le phénomène ChatGPT, au-delà le nouveau venu GPT-4, et d'une manière plus générale, ce qu'on va appeler le tsunami, la déferlante de l'intelligence artificielle? C'est l'événement le plus important en termes de développement technologique, peut-être depuis l'invention d'Internet, peut-être même encore plus. C'est un événement d'ailleurs bizarrement qui n'a pas énormément d'écho, je pense, en dehors de certains cercles autorisés ou de gens qui s'y intéressent. Pour l'instant, ce qui est très frappant, c'est deux choses. D'abord, c'est le niveau objectif atteint aujourd'hui par les outils d'IA générative, un niveau qui est déjà extrêmement étonnant, mais encore plus, c'est la trajectoire, c'est-à-dire la vitesse de progression. GPT-4 est sorti en fait quelques mois après la mise, le fait que le moment où on a rendu public la version 3, avec des améliorations qui sont absolument incroyables en termes de qualité. On a maintenant un outil qui est capable de résoudre des exercices d'entrée à Polytechnique en physique, qui est capable de passer la plupart des examens aujourd'hui en vigueur, et dont le nombre d'applications, le nombre de cas d'usage est en train de se multiplier, mais on parle là non même plus en jours ou en semaines, c'est quasiment en termes d'heures, c'est-à-dire que à l'heure où on se parle, ça fait que quelques heures que GPT-4 existe, et puis déjà le monde entier s'en est saisi. Et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques qu'il faut retenir, c'est le rythme qui fait que dans cette exponentielle dans laquelle nous sommes, les choses vont à une vitesse extraordinaire. Dernier truc à dire sans doute, c'est qu'aujourd'hui on commence à parler sérieusement, sans rire et sans rêver, d'intelligence artificielle forte, y compris des responsables qui sont dans les systèmes. On n'en parle plus comme d'une possibilité à long terme, d'un truc qui arrivera peut-être un jour, etc. On en parle comme dans quelque chose que les gens qui vivent aujourd'hui, nous, vous, tout le monde, on va connaître, et peut-être avant la fin de la décennie. Et là, c'est quand même quelque chose on s'attendait pas à ça en 2023. Voilà. Est-ce qu'on a pris la mesure, est-ce que tout le monde a pris la mesure de ce phénomène, y compris dans les milieux politiques, décisionnels, etc.? La réponse est évidemment non. Pour l'instant, la plupart des gens n'ont absolument pas vu. J'ai l'impression, je prends un peu cette comparaison, on est un petit peu comme les gens qui sont sur la plage où ils voient tout d'un coup la mer se retirer très très vite et très loin. Et dans un premier temps, c'est rigolo. Donc il y a l'aspect rigolo, on va regarder, tout d'un coup, il y a des endroits où on peut aller là où la mer était, et on se rend pas compte que ça, c'est évidemment le prodrome du mur du tsunami qui va vous arriver très très rapidement, alors qu'il faudrait courir très vite. Pour le grand public, bon, c'est compréhensible, c'est toujours difficile pour les gens d'être des vigiles, de voir à l'avance. Pour les décideurs publics, c'est vraiment un petit peu plus ennuyeux. Aujourd'hui, je crois qu'ils regardent ça comme une poule regarde un couteau. Ils savent que ça peut changer. Dans le meilleur des cas, ils savent que ça peut changer, mais c'est très difficile de savoir de savoir à quelle vitesse. Et puis surtout, on n'a pas le début du commencement d'une solution, parce que c'est des degrés d'importance dans les métamorphoses et surtout des rythmes imposés qui font que, en fait, une grande partie de nos institutions de formation, de transmission, même d'institutions politiques et économiques, pourraient devenir obsolètes à très brève échéance. Et en fait, personne n'est personne ne peut prédire l'avenir à ce jour. Et puis voilà, c'est très compliqué déjà d'expliquer à quoi ressemblera le monde en mars 2024. Tout simplement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça va se changer ? L'hypothèse que dans les 12 mois qui viennent, des redimensionnements, des reconfigurations du fonctionnement des entreprises, de la façon dont on travaille ensemble, de là où la valeur se crée, se capte, de ce que c'est que les contenus, de ce qu'on va en faire, l'hypothèse que dans les 12 mois tout ça change profondément est une hypothèse qui est pas impossible, voilà, qui est aujourd'hui envisageable. On sait que ça va beaucoup secouer, on ne sait pas dans quel sens, parce que il y a aussi une dimension qu'il faut absolument dire, et avec un peu de modestie qu'il faudrait avoir, c'est qu'on n'est pas sûr de la façon dont la société va capter, utiliser ces technologies. Il y a une partie des cas d'usage, une partie des utilisations qui est difficile à prévoir parce qu'elles sont émergentes. La comparaison, c'est les réseaux sociaux. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats.
ce qu'ils font. Mais ils font pas seulement ça, ils s'échangent des idées. On sait qu'assez rapidement, ça a eu pour effet de profondément affaiblir la démocratie. Et on n'en est pas tellement sorti d'ailleurs. On a essayé de trouver des moyens de parer, de diminuer l'aspect viral de certaines infos, de créer des vérifications. Voilà, on a essayé de progresser, mais finalement, quand on prend un peu de recul, ça fait 15 ans quasiment qu'on a des réseaux sociaux. On a réussi. Ça a été assez lent en fait. Le rythme a été relativement lent. On a eu le temps de s'y faire venir, d'y venir, d'y réfléchir, d'avoir des débats, de faire mûrir des idées. Là, un des grands problèmes, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée du rythme. De les corriger, etc. Voilà, l'idée c'est que le rythme est tellement fort que, en fait, c'est comme la vague qui nous arrive dessus. On n'a pas le temps de se demander, est-ce qu'on va surfer, est-ce qu'on va nager, est-ce qu'on va plonger dedans, comment on va se mettre ensemble pour avoir une stratégie pour lutter contre ça. En fait, on va pas avoir le temps. Si ça se trouve, on va tous être recouverts avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Ça, c'est quand même un des aspects un petit peu inquiétants de ce qui se passe. Mais est-ce qu'il faudrait pas, dans tous les métiers ou presque aujourd'hui, se précipiter au moins à minima sur des formations ChatGPT pour savoir comment ça marche, qu'on peut en faire, ou les utilisations qu'il ne faudrait pas en faire? Le problème, c'est que les entreprises sont un petit peu comme le personnel public. D'abord, vous êtes pris dans le day-to-day, vous êtes pris dans l'opérationnel, vous avez aujourd'hui votre marché, vous avez des obligations qui sont pour tout de suite, et plein d'autres problèmes, parce que malheureusement, l'arrivée de la nouvelle technologie n'enlève pas les problèmes qui existaient par ailleurs. Donc, vous continuez à gérer la réforme des retraites quand vous êtes dans le public, et puis le problème des mutations, des goûts des consommateurs, et puis de la mondialisation, du renchérissement de vos coûts de production si vous êtes une entreprise. Vous vous dites, my plate is full, already, je veux dire, j'ai déjà plein de problèmes, mais évidemment, regardant de l'extérieur, comme nous qui avons la chance d'avoir le temps de réfléchir et puis de beaucoup regarder ces choses-là, c'est toute entreprise devrait aujourd'hui prendre une journée entière où elle fait en comité de direction, en groupe de travail, elle va tester le truc. C'est ce que je fais moi aujourd'hui avec mes étudiants. Une partie de mes cours, je les ai transformés en disant je devais vous apprendre ça, et puis finalement ça n'a plus d'intérêt parce que ChatGPT va pouvoir faire en gros le sujet d'examen en 2 secondes. Donc on va plutôt aller voir ensemble le truc, on va y réfléchir, on va en discuter, on va vous y initier parce que c'est quand même déjà un premier pas. Tout le monde n'est pas allé voir, il faut y aller, il faut faire l'expérience physique, aller poser des questions, même aller s'amuser, aller regarder la diversité des différents outils qui arrivent, et déjà avoir ce moment de prise de conscience. Et ensuite, essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça va changer dans mon business? Comment je vais pouvoir l'utiliser tout de suite? Comment je vais pouvoir en faire une opportunité? Toutes les entreprises devraient, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, devraient faire ça aujourd'hui. Sinon, elles risquent d'être face à des déconvenues assez rapidement. Alors vous parliez, Olivier Babot, de la perspective de voir apparaître rapidement une intelligence artificielle généraliste, parce qu'effectivement, c'est ça j'allais dire le Graal, mais pas vraiment, parce que c'est ce qui fait peur également. Peur, et notamment à Elon Musk, juste après la sortie de GPT-4, a fait un tweet pour dire c'est terrible, c'est effrayant, etc. On sait qu'il nourrit, en tout cas il affiche pas mal de méfiance par rapport à ça, lui comme d'autres. Bien sûr, Musk n'est pas le seul parce que on ne sait absolument pas quels seraient les effets d'une intelligence artificielle générale. Est-ce que tout d'un coup, elle risquerait de vouloir prendre le pouvoir et de nous considérer comme des gens pas très fiables et un peu malsains qu'il serait intéressant de supprimer, nous les êtres humains, Homo sapiens. Il y a eu des choses troublantes sur des formes d'hostilité du modèle de l'intelligence artificielle, dont on s'aperçoit que elle est pas d'une bienveillance absolument monolithique. Il y a des moments où elle peut s'énerver. On ne sait pas très bien. Enfin, elle est un peu ce qu'on en fait aussi. Elle est théoriquement ce qu'on en fait. Théoriquement, si elle n'est qu'un moyen entre nos mains, effectivement, on pourra en faire énormément de choses. Le problème, d'ailleurs, c'est qui va avoir la légitimité pour arriver à décider de ce qu'il faut en faire. C'est un des problèmes posés, d'ailleurs, par l'intelligence artificielle générative. Elle se veut neutre dans ses réponses, mais elle ne l'est jamais. Donc, elle a forcément un point de vue sur la vérité, sur ce qui est dissible ou pas dissible. Qui va décider de ce point de vue? Quel est le fondement démocratique? Est-ce qu'il n'y aura pas, d'ailleurs, des pays où il y aura d'autres IA qui vont avoir d'autres logiques? Toujours cette même idée. En Chine, si vous avez une IA locale, je suis certain que si vous lui posez des questions sur les Ouïghours, sur la place Tiananmen et ce qui est passé, et puis sur le président Xi, je suis certain qu'ils auraient des réponses assez formatées, évidemment, qui ne sont pas tout à fait celles qu'on pourrait avoir ailleurs. Là, donc c'est une conjonction en fait de toutes les questions sur la gouvernance, évidemment sur la prospérité, sur celui qui va contrôler et celui qui va aussi en capter les revenus inouïs qui vont être produits évidemment à partir de cet outil auquel tout le monde va avoir recours.
Ouais. Vous pensez pas que le risque, c'est le risque de mauvaise utilisation de ces IA, et on pense tout de suite évidemment à la désinformation, les fake news, etc. C'est pas ça le premier risque? Oui, ça fait partie effectivement des informations. Finalement, c'est un petit peu ce que je disais. En tout cas, une vision différente, l'imposition d'un catéchisme, une incapacité d'ailleurs à réfléchir contre quelque chose qui aura une forme de monopole de la vérité, au moins dans certaines zones, ce qui fait effectivement froid dans le dos, et une capacité du coup à imposer une forme de pouvoir politique. Une IA générale aussi, elle dépendrait de l'objectif qu'on lui a donné. Voilà, c'est quoi l'objectif? On n'est pas tout à fait sûr des objectifs qu'on a. Est-ce que c'est vivre le plus longtemps possible, par exemple? Est-ce que c'est vivre heureux? Mais il y a tous les problèmes de l'utilitarisme qui se posent. Est-ce que c'est la moyenne du bonheur? Est-ce que on veut minimiser la variance entre les bonheurs? Et les conséquences de ces choix dans les options qu'on va donner, peut-être dans les paramètres qu'on donne à une IA, permet à l'humanité d'être le plus heureux possible en moyenne, ou alors permet l'air d'être le plus heureux, mais avec un écart type maximum, parce qu'il faut pas trop d'inégalités, évidemment, c'est le problème de la moyenne. Ou alors oblige-les à vivre le plus longtemps possible, etc., etc. Bon. Tout ça aurait des conséquences extrêmement différentes sur ce qui serait choisi, sur les options qui seraient imposées. Et en fait, ça nous oblige à mettre en avant à déterminer nos objectifs. En fait, on n'est pas tout à fait sûr, parce que finalement, on recherche chacun le bonheur, mais on n'est pas tout à fait sûr de ce que c'est que notre bonheur nous-mêmes. Donc, vous voyez, le bonheur collectif, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci Olivier Babot, économiste et président du think tank Institut Sapiens. Et puis Olivier, j'en profite pour rappeler également l'existence du podcast Sapiens, c'est ça? Absolument, où j'ai eu le bonheur, Jérôme Colombin. Où on a inversé les rôles. Voilà, on a inversé les rôles avec grand bonheur, avec grand plaisir. C'est vous qui m'avez interviewé. Merci Olivier, à bientôt. Merci. J'espère.